allez voir que c'est pas si complexe que ça. Malgré l'apparente complexité graphique. Donc il y a eu plusieurs séances qui ont été manquées. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est tout. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus pas là. Hein, parce que des gens ne savent pas si ça a repris ou pas. Donc moi je vous informe quand même que vous pouvez, je vous l'avais déjà dit, vous pouvez regarder sur Facebook. Si vous pouvez, et sur Facebook je mets toujours un petit mot sur ma page. Enfin oui, c'est ma page, oui. En fait, j'avais fait une erreur, je vous avais dit c'était la page Docteur Vallée. En fait, c'est pas Docteur Vallée, c'est la page Hervé Vallée. Je vous le redis parce que sinon, quelquefois, les gens ne vont pas trouver à cause de ça. C'est une page qui s'appelle comme ça. Et c'est une page sur laquelle il n'y a pratiquement rien, sauf le programme du séminaire, et puis les infos quant au fait que ça se passe ou que ça ne se passe pas. Et cette fois-ci, j'ai mis un mot comme quoi ça avait lieu. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas le regarder. Donc, quand vous voyez, vous tapez Hervé Vallée dans la recherche de Facebook, vous allez arriver sur plusieurs Hervé Vallée, mais en fait, il y en a un qui est Tours, donc Tours, ça, on voit bien que c'est là. Et puis, il y a quand même aussi Adam et Ève, qui est en couverture d'un séminaire qu'on a déjà fait, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Non, au pire, où il y a Adam et Ève qui sont séparés, d'ailleurs, par une cloison. Et voilà, c'est ça je dirais mon profil, c'est Adam et Ève. Hein. Et puis, et Hervé Vallée. Et là, vous avez l'info fiable sur le fait que ça ait lieu ou pas. Et donc, pour les séances manquées, j'avais noté que ça n'avait pas lieu, effectivement. Mais beaucoup de gens n'y sont sans doute pas allés sur cette page. Alors, on va créer une page, spécifique de l'association, A3PH, qui chapeaute ce séminaire, mais elle n'est pas encore finalisée. Donc, quand elle sera finalisée, je vous donnerai l'intitulé du profil. Et sur cette page, il y aura tous les éléments à savoir sur le séminaire. Voilà. Donc je vais commencer. Ce ne sera pas très très long aujourd'hui parce que, en fait, dans ce chapitre-là, alors c'est le chapitre 7, du livre 1, donc de Jacques Lacan, du premier séminaire de Jacques Lacan, comme je l'avais dit, qui a eu lieu en 1953 et 1954 à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et ce chapitre 7 de ce séminaire qui s'appelle Les écrits techniques de Freud, dont je vous avais dit qu'ils étaient ce à quoi ça correspondait, les écrits techniques, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce chapitre 7, il s'appelle La topique de l'imaginaire. Il s'appelle comme ça, La topique de l'imaginaire. Alors c'est un titre un peu abscon comme ça, mais en fait ça recouvre rien de mystérieux. La topique de l'imaginaire. Alors, dans ce chapitre-là, qui est d'une très grande densité, il propose, il y a deux thèmes. On va en aborder un seul, parce que sinon on n'y arriverait pas. C'est colossal. Donc il y a deux thèmes. Il y a un thème, c'est Mélanie Klein. Alors Mélanie Klein, je vous en parlerai une autre fois, de cette dame, qui est intéressante. Hein. Et puis le thème dont on va parler aujourd'hui, dont Lacan parle, c'est le stade du miroir. C'est bizarre hein, qu'il ait mélangé ça. Il parle du stade du miroir, puis tout d'un coup il parle de Mélanie Klein. Bon. C'est pas que Mélanie Klein était étrangère au stade du miroir, elle le connaissait. Hein, elle n'était pas morte, loin de là. Quand Lacan a produit son stade du miroir, la première fois qu'il en a parlé, c'était en 1936. Hein, vous voyez, c'était quand même il y a longtemps. En 1936, dans un congrès à Marienbad, qui est une ville de la République tchèque. Et donc, il en a parlé là, de son stade du miroir. Et on n'a pas beaucoup de notes. Malheureusement, ça n'a pas été filmé ni enregistré. On n'avait que les notes de Françoise Dolto, qui avait gribouillé des tas de trucs sur ce qu'avait dit Lacan, et il ne nous reste plus que ça. Mais après, Lacan l'a transcrit lui-même. Il l'a transcrit dans plusieurs ouvrages, hein, notamment dans les écrits. Dans les écrits, vous avez un chapitre qui s'appelle Le stade du miroir, tout simplement. Qui n'est pas long d'ailleurs, ça fait 4-5 pages, hein, dans les écrits.
Et puis vous avez un autre chapitre qui s'appelle le rapport Daniel Lagache, le titre on s'en fout un peu, où il y a tous les schémas que vous avez là sur vos petites feuilles, hein, et puis des longues tirades sur le stade du miroir, avec certaines choses fort complexes qu'on n'abordera pas parce que c'est pas utile. On peut faire des économies avec Lacan. On peut faire des économies. Même de personnes. Par rapport au nombre de gens, parce que vous êtes beaucoup moins nombreux que d'habitude, et donc Lacan, il avait eu une phrase qui était assez rigolote, il avait dit « Nous n'avons pas besoin de beaucoup de monde, et il y a beaucoup de monde dont nous n'avons pas besoin. » Il avait dit ça à son séminaire un jour où il ne devait y pas avoir beaucoup de monde. Voilà. Donc dans ce chapitre 7 là, alors, il parle de Mélanie Klein parce qu'il s'intéresse à cette dame qui était psychanalyste, qui n'était pas médecin. Mélanie Klein, elle aurait bien voulu être médecin, mais elle n'a pas pu parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Voilà. Ses parents n'avaient pas les sous voulus, ni elle, pour se payer des études de médecine. Mélanie Klein. Et donc, elle est devenue psychanalyste parce qu'elle a rencontré Freud assez tôt, et puis plusieurs autres personnes de l'entourage de Freud. Et elle s'est exilée assez rapidement en Angleterre parce qu'elle a senti le vent du boulet du nazisme avant tout le monde, Mélanie Klein. C'est-à-dire qu'elle s'est exilée en Angleterre en 1925, c'était quand même... alors que la famille Freud est arrivée en Angleterre en 1938, vous voyez. Donc elle est partie bien avant tout le monde. Et d'ailleurs, elle n'était pas du tout contente de l'arrivée des Freud en 1938, parce qu'ils s'entendaient très mal. Anna Freud, la fille de Freud, et Mélanie Klein se détestaient royalement. Hein. Vous voyez qu'elles se sont battues physiquement quand même. Hein. Donc c'était rock'n'roll hein, entre ces deux dames, qui avaient des théories très différentes. Anna Freud avait une théorie très plan-plan hein, de la psychanalyse, hein, alors que Mélanie Klein avait quand même une espèce d'envol intellectuel beaucoup plus subtil, beaucoup plus raffiné que celui d'Anna Freud. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est un peu méchant pour Anna Freud, mais c'est vrai. Moi, quand je lis Anna Freud, je m'ennuie prodigieusement. Hein. Je vous avais dit d'ailleurs de ne pas acheter les bouquins d'Anna Freud, c'est pas la peine de perdre votre argent, parce que c'est un intérêt mitigé. Et puis, les bouquins de Mélanie Klein, ça c'est vous qui voyez. Mais c'est compliqué, Mélanie Klein, hein, c'est tourmenté. C'est une écriture tourmentée. Pas au point de celle de Lacan, mais quand même, hein, c'est pas évident. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus longtemps parce que je vous en parlerai plus avant la prochaine fois, mais elle a théorisé aussi, hein, et elle a produit des stades aussi. Hein, parce que là, on va parler du stade du miroir, mais Mélanie Klein, elle a produit des stades, mais ils sont très bizarres, ils sont très étranges. Je vous en dirai quelques mots la prochaine fois, parce que, encore, pas mal de gens travaillent avec ça. Il ne faut pas croire que ce sont des antiquités qui sont uniquement dans des musées. Non, Mélanie Klein, il y a beaucoup de Kleiniens encore aujourd'hui, hein, de psychanalystes et de psychothérapeutes qui travaillent avec le style d'interprétation assez brutal d'ailleurs de Mélanie Klein. Lacan disait de Heidegger que c'était une brute. Hein, c'était une brute, mais il le disait gentiment. Parce qu'elle faisait des interprétations massives comme ça, soudaines, brutales, carrées, et qui pouvaient en surprendre plus d'un quand même. Hein. D'ailleurs, à ce propos des interprétations, Lacan dit ceci, dans ce chapitre-là, il commence en disant « Une des choses dont nous devons le plus nous garder, c'est de comprendre trop. Une des choses dont nous devons le plus nous garder, c'est de comprendre trop. » Donc il nous met en garde contre le fait de comprendre, cette idée de toujours comprendre. C'est une manie maintenant. Hein. On est dans un monde maintenant de description, de déchiffrage. Hein. Vous savez que dans toutes les radios et télévisions, il y a sans arrêt quelqu'un qui va nous décrypter ce qu'il fait, ce qui se passe, le temps qu'il fait, pourquoi il y a eu un accident à tel endroit, etc. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous expliquer. Alors que probablement il n'a rien compris du tout à ce qui s'est passé. Il n'en a pas les moindres tenants ni moindres aboutissants. Simplement un espèce d'événementiel comme ça, bruyant, éventuel, c'est tout ce qu'il a. Mais pour autant, c'est ça, on est dans un monde d'explication. Et Lacan, déjà à l'époque, nous mettait en garde contre ça, contre l'idée de vouloir toujours comprendre. Il disait, c'est mieux de ne pas comprendre. Il disait même, il est urgent de ne pas comprendre. Il avait dit ça dans le séminaire La relation d'objet. Il est urgent de ne pas comprendre. Hein, et pourquoi est-ce qu'il disait ça? Bien parce qu'il disait ça, c'était un peu un conseil pour les psychothérapeutes quand même.
Il disait comprendre et interpréter, ce n'est pas la même chose, c'est même carrément opposé. C'est même carrément opposé. Comprendre et interpréter. Vous savez, dans les psychothérapies, on dit toujours que le psychothérapeute, il interprète ce qu'il entend. Ça veut dire qu'il en a une certaine forme de compréhension et qu'il la restitue au patient. Il lui dit, ah bah oui, ce que vous me dites là, votre rêve, ça me fait penser à ci ou à ça. J'ai l'impression que je comprends dans ce que vous me dites ça ou ci ou ça. Ça, c'est l'interprétation. Mais Lacan dit ceci, il met en garde, et c'est bien qu'il le fasse, hein, parce que beaucoup de gens vont dans la mauvaise direction. Il dit, ne confondez pas ça avec le fait de comprendre. Ça n'a rien à voir, c'est même opposé. Il faut, pour bien interpréter, il ne faut surtout pas comprendre. Parce que si vous comprenez, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous mettez à la place du patient. C'est-à-dire, vous mettez votre discours, la compréhension que vous avez du discours de l'autre, vous le mettez à la place de la compréhension du sujet, qui est en soin avec vous. Et donc, la thérapie ne sert à rien. Puisque c'est sans arrêt vous, votre sujet de la comprenette, comme disait Lacan, de votre propre comprenette, qui se place comme un coucou, si vous voulez, dans le nid de la compréhension du patient. Et donc, ça ne sert à rien. Beaucoup de gens sont tentés par ça, hein, en cette inclinaison-là. Ah oui, vous avez fait un rêve, là, j'ai compris. J'ai compris ce que ça veut dire, je vais vous le dire. Mais en fait, c'est le thérapeute qui dit ça, c'est sa compréhension à lui, ou à elle, du rêve, et pas celle du patient. Donc, il est important de ne pas comprendre pour que le patient puisse comprendre par lui-même, puisse faire le travail et arriver par lui-même à la compréhension de ce qu'il raconte. Vous voyez? Donc cette phrase de Lacan qui a l'air anodine comme ça, elle n'est pas du tout, hein. Elle n'est pas anodine du tout. Il est urgent de ne pas comprendre. Parce qu'il avait en face de lui tout un tas de psychanalystes qui étaient dans ce travers-là, y compris les plus connus. Il le savait, parce qu'il les connaissait bien. Il le savait qu'ils étaient tombés dans ce travers de la compréhension, de la signification. Voilà, Lacan détestait la signification. Pour lui, il disait toujours le symbole, le signe n'a pas de signification. Ce qui mettait les gens dans une grande perplexité, parce qu'ils disaient quand même, s'il nous dit que ça n'a pas de signification, par exemple, je vous montre cette table, je dis c'est une table. Ben non, je dis table, puis c'est tout, je ne vous en dis pas plus, parce que j'en sais rien de cette table. Je ne sais rien là-dessus, cette table, absolument rien, à part dire table. Hein. Je ne sais pas plus avant ce que c'est, ce qu'elle me veut, cette table, hein, parce qu'elle a une odeur d'éternité, hein, dans sa structure de bois, sa structure construite, si vous voulez, élaborée par la nature. Alors que moi, je n'ai pas une odeur d'éternité, moi, s'en fout. Donc, il y a quelque chose d'un peu menaçant, éventuellement, dans cette table, ou dans le mur, parce que Lacan prenait toujours l'exemple des murs. Dans sa minéralité nous expose à des questionnements dont nous ne savons pas ce que ça nous veut. Nous ne savons pas ce que le cosmos nous veut, si vous voulez. Éventuellement que le cosmos est un désir pour nous. C'est pas impossible, ça. On peut se poser la question. On n'a pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire oui ou non, j'en sais rien. Mais on pourrait avoir cette inquiétude-là. Et Freud la signifiait déjà en son temps, hein, en parlant de ce qu'il appelait l'inquiétante étrangeté. Quand Freud parlait de l'inquiétante étrangeté, il parlait de ça. Il parlait du fait que le monde environnant, complètement inatteignable, inaccessible, nous veut peut-être quelque chose, mais nous ne savons pas quoi. Et du coup, nous pouvons voir notre propre désir dans le désir de cet autre-là. Énorme, cet autre infini. Vous voyez? Du coup, effectivement, interpréter et comprendre, c'est pas la même chose. Et il ne faut pas tomber dans ces travers-là. Alors, évidemment, ça donnait un style après à certains psychothérapeutes. Des psychothérapeutes comme encore Lacan, il parlait dans ses psychothérapies. Pas tout le temps. Mais il y a des psychothérapeutes lacaniens après qui se sont dit, s'il ne faut pas comprendre, on n'a qu'à fermer notre gueule tout le temps dans les thérapies. Hein, on ne dit pas un mot. Alors, il y a quand même des patients qui ça plonge dans une angoisse épouvantable. Hein. Si vous êtes allongé dans un divan ou même en face à face, que vous êtes face à quelqu'un qui ne vous dit jamais rien, vous pouvez plonger dans un monde de perplexité anxieuse assez rapidement, jusqu'à décompenser si vous êtes mal. Donc c'est pas une bonne perspective non plus. Hein. C'était à travers, si vous voulez, lacanien, c'était de lacanisme poussé à la façon extrême, de gens qui n'avaient pas compris que Lacan n'avait jamais dit qu'il fallait se taire. Il n'avait jamais dit ça. Il avait dit qu'il fallait se garder de comprendre tout.
C'est pas pareil. Hein, c'est pas pareil. Alors après, il y a eu des générations de psychanalystes muets, hein, mutiques. Ils disaient pas un mot, alors pas jamais. Donc, ils n'allaient pas très bien souvent, parfois. Surtout s'ils avaient une tendance un peu atypique, un peu psychotique, éventuellement, ça peut arriver à beaucoup de gens. Un peu état limite, le fait de se trouver face à un silence abyssal, c'est pas forcément une bonne opération. Enfin, ça, c'est l'histoire de la psychanalyse. Donc, dans ce chapitre, donc, nous, on va pas s'intéresser aujourd'hui à Mélanie Klein, je le ferai la prochaine fois. On va s'intéresser au stade du miroir. Voilà. Le stade du miroir, donc, 1936, Marienbad, etc. Et Lacan, alors, c'est assez bizarre parce que Lacan n'était pas pour les stades, c'est-à-dire les histoires de stade oral, stade anal, stade phallique de Freud, ça ne l'intéressait pas, Lacan, ça. Parce qu'il pensait qu'on ne pouvait pas découper comme ça l'histoire de quelqu'un, d'un sujet en strates, en morceaux, en blocs de stades, fût-il anal, phallique, etc. De même que chez Mélanie Klein, il y avait le stade schizoparanoïde, le stade dépressif, etc. Peu importe. En tout cas, Lacan n'était pas trop pour ça. Néanmoins, il a quand même nommé son histoire de miroir, stade du miroir. Bon. Mais ce en quoi il échappe, si vous voulez, au descriptif stadien, si je puis dire, c'est qu'il n'a nommé que celui-là. Donc il n'y en a pas après. Il n'y a pas un stade, chez Lacan, il n'y a pas un stade du miroir, puis un autre stade après. Non, il n'y a pas. Il y a ce stade-là, puis c'est tout. Il est isolé. Donc, ce n'est pas une espèce de course effrénée aux stades qui se succèdent les uns dans les autres pour faire croire que l'individu se déploie comme ça, par bloc, comme un pont devant l'univers, si vous voulez. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Et Lacan est tout à fait contre ça. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant ce stade-là, ce stade du miroir? Ben, c'est très important parce que il faut faire un tout petit peu de neurologie basique et se dire que l'enfant n'atteint sa maturité neurologique, hein, au niveau cérébral, qu'à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. Donc c'est tardif, hein, c'est tard. Hein. C'est-à-dire que le cerveau, si vous voulez, de l'enfant, il n'est pas fini avant 7 ans, avant l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, on appelle ça l'âge de raison parfois. Hein. À l'âge de 7 ans, on peut considérer que le cerveau est abouti et que donc l'enfant a une représentation de lui-même, neurologiquement parlant, satisfaisante. Hein, voilà. Parce que son cerveau lui permet de savoir que cette main gauche, c'est bien la sienne, cette main droite, c'est bien la sienne, son bras, ses jambes, etc., son corps, ses yeux, il se voit dans un miroir, il se reconnaît dans son entier, etc. Et donc, il le sait. Et c'est très important, mais ça pose un gros problème, parce que avant 7 ans, qu'est-ce qu'il y a? Comment fait l'enfant? Comment fait l'enfant pour se présenter aux autres avant l'âge de 7 ans, si la maturité neurologique n'arrive qu'à 7 ans? Ça a posé un problème à Lacan. Je vous rappelle que Lacan était neurologue, psychiatre et neurologue, parce qu'à l'époque, il faisait les deux spécialités en même temps. Donc il savait de quoi il parlait, il connaissait très bien cette histoire de maturité. Il appelait ça la maturation, d'ailleurs, il disait qu'il n'en avait rien à faire, et que de la maturation neurologique, mais que ça l'intéressait de penser, d'essayer de comprendre comment faisait l'enfant pour se présenter au monde et aux autres si la maturité neurologique n'est qu'à 7 ans. Donc il faut qu'il se passe quelque chose avant. Et ce quelque chose qui se passe avant 7 ans, c'est le stade du miroir. Le stade du miroir qui se passe entre 6 et 18 mois. À peu près, hein. C'est pas comme ça, il n'y a pas un chronomètre. Pour qui sonne à 6 mois et puis qui s'arrête de sonner à 18 mois. Non, c'est entre 6 mois et 2 ans, quoi, à peu près. Hein. Parce qu'il y a des gens qui mettent ça avec une précision d'horloger suisse. Hein. Des gens qui veulent dire que c'est entre 6 mois et demi et puis le 17e mois et 6 jours, quoi. Il y en a qui n'importe quoi. C'est un truc qui s'étale, qui se vautre littéralement dans le temps et puis qui dure même après. Hein. Évidemment, ça c'est la phase critique du stade du miroir, 6 mois, 18 mois. C'est la phase critique, bien entendu. Alors,
c'est pas Lacan qui a inventé ce terme de stade du miroir. C'est pas Jacques Lacan. C'est un psychologue français. Je vous avais dit un jour qu'il était belge, mais non, il n'est pas belge du tout. Il s'appelait Henri Vallon. H. Vallon. Qui était un monsieur plus âgé que Lacan, mais qui était ami avec Lacan. Ils étaient amis. Ils se respectaient, ils s'estimaient, tous les deux. Et donc, Henri Vallon, il avait remarqué que les enfants se regardaient dans le miroir, hein, avec un certain étonnement, avec une certaine jubilation, ou alors avec une certaine anxiété, parfois. Hein. Donc, il s'était dit, si l'enfant se regarde avec un certain stress dans le miroir, ou alors avec une espèce de joie un peu extatique, et bien c'est qu'il se passe quelque chose. Mais il n'était pas allé très loin. Il avait dit, Henri Vallon, eh ben, c'est que dans un premier temps, il ne sait pas qui c'est, il se regarde dans le miroir, et puis il se demande quoi, point d'interrogation, c'est qui? C'est pas moi. Enfin, il ne dit pas c'est pas moi, mais eh ben, qu'est-ce que c'est ça? Il voit ça comme, il voit l'image comme quelque chose qui lui est parfaitement étranger. Et puis ensuite, ben, il y a une phase, alors jubilatoire justement, la phase un peu jubilatoire ou anxieuse, hein, où l'enfant commence à voir que quand il bouge son corps, ça bouge aussi, quand il lève son bras droit, ça bouge aussi, le bras droit se lève, etc. Et donc, il en est fortement impressionné, et il est à la fois inquiet de cette imagerie mouvante, et inquiet et content. Hein. Moi, dans ma pratique, j'ai plutôt observé que les enfants avaient une espèce de mélange des deux. Hein. Ils ne sont ni dans la jubilation, ni dans l'anxiété totale. Ils sont dans une espèce de stress heureux, on va dire, hein, un mélange des deux, quoi, si vous voulez, un peu. Et puis après, il y a une phase de repli. Il y a une phase de repli, hein. Ça c'est Henri Vallon toujours. Hein. Une phase de repli, c'est-à-dire que l'enfant, peut-être un peu effrayé quand même, hein, par cette aventure du miroir, se retire un petit peu, se met un petit peu à l'écart de cette aventure, justement. Il s'en éloigne un petit peu comme sujet de l'histoire. Et puis, il aboutit à une quatrième phase, chez Vallon, où il peut se dire « c'est moi ». C'est moi. Dans le miroir, c'est moi. Voilà les quatre, si vous voulez, les quatre phases d'Henri Vallon. Par exemple, une question. Pardon ? Si l'enfant est non-voyant. Si l'enfant est, pardon ? Est non-voyant. Oui, ben, je vais vous en parler tout à l'heure. Pas spécifiquement de ça, mais ça répondra à votre question quand même. Hein. Ça répondra à votre question. De la même façon que la question pourrait être posée de savoir comment faisaient les enfants avant qu'il y ait des miroirs. Hein. Parce que dans la préhistoire, peut-être qu'il n'y avait pas de miroir. En même temps, vous pouvez toujours vous regarder dans l'eau, ou bien dans certains minéraux réfléchissants. Voilà. Mais enfin, effectivement, la cécité, c'est embêtant. Mais on va répondre à ça tout à l'heure. Donc, alors, Vallon, il a pondu ça, et Lacan, ça l'a intéressé. Ça l'a intéressé. Il a dit à Henri Vallon, est-ce que tu permets que j'aille un peu plus loin que tout ça, parce que je pense qu'on peut. Et Vallon lui a dit d'accord. Ils ne se sont pas fâchés, hein, il n'y avait pas d'opposition. Ils étaient tout à fait d'accord, tout à fait en phase. Et Vallon même l'a encouragé. Il lui a dit oui, il faut vraiment que tu y ailles. Ce que tu penses, c'est vraiment intéressant. Ça va beaucoup plus loin que ce que je raconte moi. Et donc, vas-y, écris-le, publie, etc. là-dessus. Il l'encourageait énormément. C'est pour ça. Et Lacan, un petit peu poussé dans le dos par Vallon, a propulsé sur le devant de la scène son fameux stade du miroir. Donc, alors, Lacan dit ceci, dans la page 88, il dit « J'ai fomenté pour vous un petit modèle succédané du stade du miroir ». Alors, c'est le petit papier que je vous ai donné. Hein, c'est le petit papier que je vous ai donné. Et il y a un premier schéma. Alors, il y a une petite expérience de physique qu'on appelait la physique amusante, hein, qui consiste à prendre un miroir sphérique, un miroir qui serait parfaitement sphérique, celui-là n'est pas, mais bon, c'est pas grave. Et puis, on mettrait ici, par exemple, comme dans le dessin, on mettrait ici une fleur, et puis ici un vase, en haut. Un vase. Et si le miroir, ici, est parfaitement sphérique, eh bien, la fleur va se retrouver ici. Va se retrouver dans le miroir.
la fleur va se retrouver dans le miroir. Si l'œil est ici, par exemple, si l'œil est ici, il va voir la fleur dans le vase, alors que la fleur, elle n'est pas dans le vase, elle est sous une tablette ici. On pourra même la mettre, non pas dans une boîte fermée, mais dans une boîte comme ça, ce qui fait que le sujet ne peut vraiment pas la voir, hein, et pourtant il la verra ici. Alors ce qu'il y a de particulier dans cette... pourquoi est-ce que Lacan se sert de cette petite expérience de physique amusante? Eh bien parce que l'image que vous avez ici, l'image de la fleur que vous avez ici, ce n'est pas une image virtuelle, c'est une image réelle. C'est une image réelle. Et ce n'est pas la même chose. Je vais vous donner un exemple d'image virtuelle. Quand vous vous regardez dans le miroir, je vous dessine un miroir comme ça, un miroir plan comme ça, vous êtes là. Vous regardez dans le miroir ici, hop, c'est vous. Et puis vous voyez ici, voilà. Et l'image que vous voyez, elle est symétrique. Elle est exactement symétrique par rapport à... C'est-à-dire que la distance entre ça, entre le sujet et le miroir, est exactement la même entre le sujet et l'image. Mais cette image, elle est virtuelle. Elle n'est pas réelle. Pourquoi? Ben parce que si vous allez de l'autre côté du miroir, si je puis dire, pour essayer de la trouver, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Hein? Et pourtant, c'est bien là qu'elle est, physiquement. Physiquement parlant, elle est là, elle est symétriquement opposée, de manière stricte, à l'image, enfin au bonhomme ici, sans conteste, sans conteste. Mais si vous allez de l'autre côté pour la trouver, elle n'y est pas. Et Lacan d'ailleurs dit ça de manière très belle, il dit l'illusion doit défaillir avec la quête qui la guide. Hein. Donc si l'on est happé par l'illusion, si vous voulez, hein, qu'on a une espèce de quête de l'illusion, on a envie de savoir ce qui est derrière le miroir, bien notre illusion doit défaillir avec la quête qui la guide. Si l'illusion ne défaillit pas, c'est pas bon signe. Hein. Si vous allez de l'autre côté du miroir et que vous voyez encore votre tronche, c'est que vous êtes délirant. Hein. Donc il vaut mieux que ça défaille, comme dit Lacan. Hein. L'illusion doit défaillir avec la quête qui la guide. Ça paraît nécessaire. C'est pas bon signe si vous vous retrouvez derrière le miroir. Hein. Avec des gens complètement hallucinés qui certainement se retrouvent derrière le miroir sans problème. Hein. Et qui sont très heureux de se retrouver. Ou angoissés, j'en sais rien. Mais il faut pas. Donc ça, c'est une image virtuelle. Et là, dans cette expérience-là, avec ce miroir courbe comme ceci, sphérique, ben c'est une image réelle. C'est-à-dire qu'elle est là où elle est. On la voit là où elle est. Hein? Une image virtuelle, vous la voyez là où elle n'est pas. C'est-à-dire que, ici, là, cette image virtuelle de vous-même dans le miroir, vous la voyez là où elle n'est pas. C'est ce que dit Lacan. Hein. C'est étrange hein, comme de dire ça. On voit une image là où elle n'est pas. Ben c'est vrai, physiquement, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, et si vous allez la chercher, vous ne la trouverez pas. Alors que l'image réelle, elle est là où vous la voyez. Elle est vraiment là. C'est-à-dire que la fleur, si vous avez un bras assez long, vous pourriez presque l'attraper. Alors comme c'est une image, vous allez passer à travers, mais elle est là. Hein. Vous pourriez même en faire le tour, d'une certaine façon. Vous savez ce que c'est qu'un hologramme. Hein. Un hologramme, c'est une image réelle. C'est ça, finalement, ça, c'est un hologramme. C'est un hologramme, ni plus ni moins. Alors évidemment, il n'est pas de très bonne qualité si vous faites ça avec un miroir sphérique. Alors Lacan disait, vous n'avez qu'à prendre un chaudron chez vous, en cuivre, hein, et puis bien l'astiquer, et puis vous aurez un miroir à peu près sphérique. Enfin, dit si vous avez du bol, hein, vous verrez, si vous avez de la chance, vous verrez peut-être l'image de la fleur. Mais il faudra vraiment que vous vous placiez au bon endroit, à 1 degré près, ça marchera pas. Mais si vous avez un beau miroir bien sphérique, mais c'est rare quand même, hein, eh bien, alors là, vous pouvez faire l'expérience, c'est une expérience qui marche très bien, c'est pas du tout une invention lacanienne, hein. C'est pas lui qui a inventé cette expérience-là, c'est un physicien. C'est un physicien connu, je ne sais même plus qui c'est, mais enfin peu importe. En tout cas, c'est une expérience qui a été mise en réalité, si je puis dire, par un physicien. Mais qui était considérée comme de la physique amusante, pas plus que ça. Donc Lacan s'en sert pour dire que finalement, le vase qui est ici, on pourrait dire, en allant un petit peu loin, que ça pourrait être le corps du sujet, par exemple, le corps du sujet.
dont le sujet ne sait pas que faire. Le bébé d'avant 6 mois, qu'est-ce qu'il a comme conscience de son corps? On n'en sait trop rien. Hein. Si, on sait quand même quelque chose. Et Mélanie Klein a insisté beaucoup là-dessus justement. C'est que le bébé d'avant 6 mois ne fait pas de différence entre l'intérieur de lui et l'extérieur de lui. C'est-à-dire que s'il prend la main de sa maman, par exemple, hein, et qu'il la tient dans sa main, ou l'inverse, eh bien, il va penser que la maman et lui, c'est une continuité. C'est un même objet. Et donc, il n'y a pas de différenciation entre l'intériorité et l'extériorité pour le sujet tout petit. Tout petit. Et donc, si on pense que ce corps-là, si le vase, ça représente le corps, eh bien, on pourrait dire d'une certaine façon que la conscience du corps, si vous voulez, va monter ici, sur la forme de la fleur, et venir se mettre dans le vase. Bon, c'est un peu comme ça, un peu grossier comme explication, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu où on veut en venir par rapport au stade du miroir. Il va falloir que l'enfant fasse une opération un peu de ce style-là, devant le miroir. Hein. Alors, comment il va la faire? Eh bien, vous avez le schéma. Vous avez le schéma. Oui, alors, il prend un autre exemple par rapport aux images réelles et aux images virtuelles, Lacan. Il parle de l'arc-en-ciel. Vous avez tous vu des arcs-en-ciel, hein. C'est pas si rare. Eh bien, l'arc-en-ciel, c'est typiquement quelque chose que vous voyez là où il n'est pas. Hein. Puisque un arc-en-ciel, c'est quelque chose c'est la diffraction de la lumière dans un mur d'eau, si je puis dire, hein, dans des paillettes d'eau, dans de l'eau en gouttelettes en suspension. Hein. Et donc, c'est exactement comme un phénomène d'un miroir. C'est-à-dire que l'image de l'arc-en-ciel, elle est derrière les bulles d'eau, et elle n'est pas là où vous la voyez. Elle n'est pas du tout là où vous la voyez. Donc c'est une image virtuelle. Je vous parle de ça parce que je vois que tout d'un coup, j'avais effectivement repris l'image de... Mais Lacan disait ceci, méfiez-vous quand même de ne pas trop vous faire d'illusions dans la distinction entre objectif et subjectif, parce qu'après tout, l'arc-en-ciel, vous pouvez très bien le prendre en photo, hein, bien qu'il ne soit pas là où vous le voyez. Rien ne vous empêche de prendre l'arc-en-ciel en photo, et il va se trouver comme image réelle sur la pellicule. Et donc du coup, le subjectif, l'objectif, on est un peu dans la panade là, hein. C'est pas simple. Lacan il dit, gardez-vous de penser que vous avez des catégories, comme ça, l'objectif et le subjectif, que c'est parfaitement défini, ça, ça c'est du psychologisme si vous voulez. Mais en fait ça ne marche pas comme ça. Néanmoins, pour l'explication et la compréhension du stade du miroir, eh bien on a besoin de penser à ces histoires d'objectivité et de subjectivité. Alors, oui, alors le premier schéma, donc le petit schéma, vous l'avez, le petit schéma du chaudron, là, du miroir sphérique, vous l'avez, c'est celui-là. Vous l'avez sur votre feuille, hein. C'est celui-là. Où vous voyez qu'il y a un point B, là. Le point B représente la fleur. Bon, on ne voit pas que c'est une fleur, mais bon, vous pouvez vous dire que c'est une fleur. Et puis, vous la voyez en B' au-dessus. Et bien voilà, elle est dans le vase, hein. Elle est dans le vase. Si l'œil, vous voyez, est placé à droite, comme je l'ai mis là, enfin, comme il est dessiné là. Vous voyez l'œil à droite, hein, dans le cône, là. Dans le cône bêta, gamma. Vous avez un œil, là, qui voit les fleurs, alors que les fleurs sont dans la boîte. Il ne peut pas les voir directement. Et il les voit comme une image réelle. Il peut toucher ces fleurs-là. Ce n'est pas une image dans un miroir, si vous voulez. Ce n'est pas une image comme virtuelle, comme vous voyez dans le miroir. C'est une image réelle. Donc c'est intéressant parce que Lacan dit ceci, si l'enfant réussit dans le miroir à avoir une image réelle de lui-même et non pas virtuelle, eh bien, alors là, c'est intéressant. Parce que du coup, il n'est pas obligé d'attendre 7 ans. Il peut, à 6 ans, entre 6 mois et 18 mois, avoir une conscience réelle de son corps, en la voyant dans le miroir, comme image réelle, hein. Et donc, du coup, se saisir de cette image assez solide, consistante, et se présenter à l'autre, pour créer un système d'altérité. C'est jouable. Vous voyez, là, ça devient jouable. Alors, comment est-ce que ça se passe? Alors, pour que vous compreniez comment ça se passe, il faut que vous regardiez le schéma qui est à gauche, là, celui-ci, qui est à gauche, là.
Et vous voyez que là, vous voyez que si vous regardez à droite, là, c'est pas les fleurs qui sont montées, il a inversé Lacan. Hein. Il a inversé la petite histoire de physique amusante. Il a mis les fleurs en haut. On peut faire ce qu'on veut. Hein. On aura de mettre les fleurs en haut, puis le vase en dessous. Hein. C'est pas interdit. Hein. Donc voilà. Et du coup, c'est le vase que vous voyez dans le miroir, dans le schéma de droite. C'est le vase qui monte entourer les fleurs. Et ce vase qui monte entourer les fleurs, c'est une image réelle. Alors comment est-ce que ça se peut, ça? Eh bien, après tout ça, cette image réelle-là, alors j'efface ce petit œil-là, j'efface cet œil-là, et je mets un œil ici. Je mets un œil ici, voilà. Mais je garde ma petite expérience là, comme ça. Alors, je fais un petit échange, si vous voulez. Je mets le vase ici, et je mets la fleur en haut. Mais ça ne change rien. Hein. Donc, si je mets un œil ici, qu'est-ce que cet œil va voir? Eh bien, rien du tout. Il ne va pas voir le vase. Il peut apercevoir à la limite que la fleur. C'est tout. Mais il ne peut pas voir le vase. Donc, comment peut-il faire pour voir ce vase qui va monter? Le vase, du fait de l'expérience que je viens de vous faire, le vase va monter ici. Comme image réelle, hein. J'insiste bien, pas comme image virtuelle, comme image réelle. Mais là où il est, il le voit, il ne peut pas voir cette image réelle-là. Donc comment peut-il voir cette image-là? Eh bien, si l'on met un autre miroir là, voilà, on met un miroir ici, on met un miroir vertical ici, tout bêtement, comme c'est une image réelle, qui est là, il n'y a aucune raison qu'elle ne se réfléchisse pas dans le miroir. Puisqu'elle a une consistance de réalité, elle va se réfléchir dans le miroir. Donc elle sera, comme image virtuelle, ici, le vase sera là, comme image virtuelle, réfléchie par ce miroir-là que Lacan appelle A, peu importe s'il l'appelle A, on verra plus tard pourquoi, c'est pas grave. Donc voilà, donc vous voyez que c'est tout à fait étonnant. Cette image, comme elle est réelle, elle peut se réfléchir dans un miroir. Si elle était virtuelle, elle ne pourrait pas. Puisqu'elle n'est pas là. Hein? Si elle est virtuelle, elle n'est pas là. Donc elle ne peut pas se réfléchir dans un miroir. Mais comme elle est réelle, elle est consistante, eh bien, elle peut, un hologramme, si vous fabriquez un hologramme et vous mettez un miroir devant, oui, pardon? Je suis pas sûre de comprendre pourquoi c'est une image réelle, dans le sens où, même si physiquement le vase il est là, il est pas au-dessus, il est en dessous. Oui, c'est son image, c'est son image qui est au-dessus. Oui. C'est pas le vase lui-même. Oui. C'est son image réelle. C'est-à-dire que vous pourriez, elle est là où vous la voyez, cette image. Contrairement à ce que vous pourriez faire, vous, devant un miroir, si vous mettez devant un miroir, l'image que vous voyez n'est pas là où vous la voyez. Parce que si vous allez derrière le miroir pour la trouver, vous ne la trouverez pas. Elle n'y est pas. Or, physiquement, elle est symétrique. Elle est bien derrière le miroir. Hein. Je refais le schéma que je vous ai fait tout à l'heure. Hein. Mais si justement... Si c'est vous, là, le S, hein, vous allez vous voir ici en S' dans le miroir, symétriquement. Sauf que là où vous voyez l'image, elle n'y est pas. Alors que là, dans cette expérience, le vase qui monte là, il y est en tant qu'image. Il est là. Hein. Mais il n'est pas physiquement là. Il est là en tant qu'image réelle. Oui. Pas lui-même, pas le vase lui-même. Son image réelle. Son image réelle. Mais c'est suffisant pour l'enfant de voir son image réelle dans le miroir. Il n'a pas besoin de se voir, il n'a pas besoin d'aller lui-même, se présenter à lui-même, se mettre devant lui, de dire je me vois. Il ne peut pas faire ce mouvement. D'être sujet qui regarde et d'être sujet regardé en même temps. Il ne peut pas le faire, ça. Donc il faut bien qu'il y ait un artifice, si vous voulez, de ce genre-là. Hein. Et donc, c'est une image réelle, du coup, elle peut se refléter dans le miroir parce qu'elle est réelle. Alors qu'une image virtuelle, comme celle-ci, ben, vous ne pouvez pas la refléter dans un miroir. Si vous mettez un miroir ici, par exemple, vous ne la verrez pas. Et vous ne verrez pas S secondes. Ça ne fonctionnera pas puisque c'est une image virtuelle. Ça ne marchera pas. Vous comprenez ? Une fois que vous avez compris ça, vous savez, vous avez tout compris du stade du miroir. Hein. Parce que c'est ça qui est important, c'est de comprendre cette histoire de différence entre image réelle et image virtuelle. Mais ça, c'est de la physique de base, si je puis dire. Hein. C'est pas de la physique compliquée. Et c'est de l'optique, quoi. Hein. C'est de l'optique. Et voilà, on peut maîtriser ça assez facilement quand même. Hein. Faut pas être trop perplexe par rapport à ça. Donc du coup,
par ce petit miracle-là, d'interposer un miroir ici, un miroir vertical, eh bien, comme l'image du vase, elle est réelle, l'enfant pourra la voir ici, si son œil est là, si son œil, l'œil de l'enfant est là. Il pourra voir son image réelle sous la forme d'une image virtuelle de son corps. Parce qu'on va dire que le vase, c'est son corps. Du coup, eh bien, il a accès à une espèce de totalité de lui-même, à une sorte de lui-même unifié, solide, concrète. Hein, vous voyez? Et il peut se dire, c'est moi. Parce que c'est une réalité, c'est une image réelle, réfléchie. Mais s'il n'y a pas de miroir, effectivement, si vous ne mettez pas de miroir là, ben ça ne fonctionne pas. Alors, justement, par rapport à la question que vous posiez, monsieur, quant à la cécité, ou alors à la question de savoir ce qui se passe quand il n'y avait pas de miroir, etc., ou d'autres cas de figure où ça fonctionnerait, où ça ne pourrait pas fonctionner, eh bien, pas mal de psychanalystes se sont posés cette question-là, y compris Lacan, et ils y ont répondu de manière très simple, notamment Winnicott. Winnicott, c'était un pédiatre anglais. Ça s'écrit comme ça avec 2 N et 2 T. Il s'appelait Donald Winnicott. C'était un homme remarquable, un pédiatre anglais de la même génération que Anna Freud et tout ça, un peu plus jeune que Mélanie Klein. Donc Donald Winnicott, lui, il avait dit même avant 6 mois, l'enfant regarde sa mère. Même avant 6 mois. C'est-à-dire qu'il allait plus loin que Lacan, d'une certaine façon. Ils se connaissaient bien, hein, Winnicott et Lacan. Et ils s'entendaient très bien. Ils étaient amis. Et donc, Winnicott est très connu. Hein, il est toujours très connu. C'est un personnage éminent de la psychanalyse. Hein. Parce que c'était un homme remarquable. Hein, extrêmement courageux, très intelligent, très fin, et qui, pendant la guerre, avait recueillait le plus possible d'enfants abandonnés dans Londres. Quand Londres était bombardée, il était celui qui les recueillait, qui les soignait, qui les nourrissait, etc. C'était un homme remarquable. Et puis il a inscrit, si vous voulez, une théorisation psychanalytique assez très forte et complexe, Donald Winnicott, qui mérite qu'un jour on s'y arrête. Ce ne sera pas aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Mais un jour on parlera de Winnicott, un petit peu quand même, parce qu'il a laissé quand même une empreinte. Donc Winnicott disait ceci, l'enfant, bien avant 6 mois, peut-être qu'il s'adressait à Lacan, hein, regarde sa maman, et d'ailleurs c'est vrai, vous pouvez regarder d'enfants allaités au sein de leur mère, qui ont très souvent le regard vers le haut, comme ça, hein, c'est fréquent, hein, et qui regardent le visage de leur mère, quoi. Hein. Et donc il y a déjà quelque chose de l'ordre du stade du miroir, du stade du reflet, du stade identificatoire qui se passe avant 6 mois. Hein, avant 6 mois. Et ça répond à votre question, c'est-à-dire qu'à la limite, il n'y a pas besoin de miroir, parce que, ici, là, s'il n'y a pas de miroir, mais il y a la mère. Et la mère, elle peut très bien dire à son enfant, oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Elle peut s'autoriser ça. Hein. C'est bien toi, tu es bien toi. Hein. Et quand tu touches mon visage, ou quand tu regardes mon visage, eh bien, tu as un visage comme le mien. Et tu me ressembles. Tu n'es pas moi, mais tu as un visage comme le mien. Donc le stade du miroir peut très bien s'élaborer par le biais de la mère, qui est du coup quelque chose comme une surface réfléchissant psychique, si vous voulez. La maman est cela aussi. Hein. Identificatoire, réfléchissant psychique, pour un enfant qui ne verrait pas, par exemple. Hein. Mais aussi pour les enfants qui voient. Hein. Pour les enfants qui voient, le visage de la mère est tout à fait essentiel. Et ça, c'est un peu la nuance qu'il y a entre Winnicott et Lacan. Hein. C'est vrai que, d'une certaine façon, la présentation lacanienne du stade du miroir est un peu incomplète. Parce qu'il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ce qui se passe avant 6 mois. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que Lacan s'offusquait du fait que l'on dise qu'avant 7 ans, il ne se passait rien pour l'enfant, puisqu'il n'avait pas de cerveau, terminé. Mais lui-même ne se posait pas de question de ce qui se passait avant 6 mois. Hein. Il disait, de toute façon, il ne se passe rien avant 6 mois, quoi, de certaine façon. Hein. Alors qu'il se passait des choses tout à fait, étonnantes
dans la relation mère-enfant avant l'âge de 6 mois, bien entendu. Donc, comme l'enfant a accès à cette image réelle, eh bien, il a de lui, tout d'un coup, quelque chose du ressenti d'une image unifiée. Unifiée de lui, parce que je vous disais tout à l'heure que dans les tout premiers temps de l'existence, l'enfant a une conscience de l'autre comme continuité de lui-même. Hein. Il est à lui-même l'univers, l'enfant, d'une certaine façon. Alors peut-être un univers un peu morcelé, un peu émietté, mais quand même il est un univers en expansion, d'une certaine façon, l'enfant. Et il n'a pas de limite. Mais il faut bien qu'à un moment donné, il y ait des coupures qui s'opèrent et qu'il peut se présenter comme étant différent de l'autre. Hein, et que l'autre ne soit pas une continuité de lui. Sinon ça ne va pas. Il y a des jeunes psychotiques et des vieux psychotiques aussi qui continuent à ne pas avoir, si vous voulez, pas passer par le stade du miroir et qui continuent à prendre l'univers pour eux-mêmes. Quand vous lisez chez Freud le cas du président Schreber, hein, ben c'est exactement ce qui se passait chez Schreber. Schreber, c'était un avocat connu allemand de l'époque, un peu avant Freud, et qui pensait sans arrêt qu'il était en relation avec le soleil. Et que le soleil et lui, c'était la même chose. Hein, c'était pareil. Au point même qu'à un certain moment, il se disait « je suis une femme et le soleil me féconde ». Vous voyez, il y avait une espèce de continuum comme ça entre lui et le soleil, qui fait que sans doute, il n'avait pas opéré cette séparation-là nécessaire que permet le stade du miroir par l'unification du sujet dans son image réelle, dans la vision de son image réelle. Voilà. Et donc, du coup, si l'enfant peut se voir comme un corps unifié, si vous voulez, séparé de sa mère, déjà, dans un premier temps, et séparé des autres, et bien alors, à ce moment-là, il peut se présenter aux autres. L'altérité peut advenir. L'altérité peut advenir. Ce qui n'était pas possible avant. Et pas besoin d'attendre que l'enfant ait 7 ans. Et qu'il ait son schéma corporel, comme on dit. Hein. Vous savez ce que c'est que le schéma corporel. Hein. Le schéma corporel, c'est la conscience du corps, perceptive et sensorielle, motrice et sensorielle, que l'on a dans le cerveau, certaines aires du cerveau. On a une représentation inversée du corps, vous savez, à l'envers. Donc peu importe. En tout cas, on n'est pas obligé d'attendre ça, que ça soit épanoui, cette histoire-là. Pour pouvoir faire de l'altérité, on en fait tout de suite grâce à cette histoire de stade du miroir. On peut y arriver très bien, et du coup, eh bien, on pourra dire, comme disait Lacan, il y a de l'autre. Enfin, pour l'enfant, il y a de l'autre. En quantité industrielle, autant qu'on en veut. Mais il y a un souci à ce stade, et Lacan n'a pas manqué de le faire, de le relever, c'est que si l'enfant, dans un mécanisme identificatoire, est obligé de se construire dans l'image de l'autre, parce que dans le fond, dans un premier temps, il se prend pour un autre ici. Hein. Vous vous rappelez, dans l'expérience de Vallon, il se prend pour un autre. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas moi, c'est un autre, éventuellement. Je prends pour un autre. Et donc, s'il est obligé, l'enfant, s'il est contraint, pour se constituer comme masse unifiée, cohérente, d'aller piocher chez l'autre, eh bien, il est dans une aliénation. Il est aliéné à l'autre. C'est ça qui est pas... C'est ça qui est embêtant. Enfin, embêtant, non, pas nécessairement. Mais c'est ça qui pourrait paraître embêtant. C'est que c'est une histoire d'aliénation à l'autre nécessaire pour se construire. Comment voulez-vous faire autrement que de vous voir comme un autre pour vous construire? Vous ne pouvez pas vous construire en regardant une table ou une vache. Ça va être compliqué. Hein. Il faut que ça vous ressemble un peu, qu'il y ait une sorte d'identification possible. Parce qu'il y a des similitudes manifestes dans la construction, dans le jeu de construction de notre corps. Quoi, hein. Voilà. Et du coup, cette aliénation-là, elle entraîne, elle amène des soucis qui sont ceux de la jalousie et la rivalité. La jalousie et la rivalité. Ce qui d'ailleurs faisait rire Lacan, hein, parce que
dans les années 70, vous savez, dans les années 70, quand, je l'ai déjà dit 100 fois, mais enfin bon, je vous le redis parce qu'il y en a qui ont pas, il y a des jeunes là, quand on était trompé par quelqu'un, il fallait affecter d'être content de connaître l'autre qui nous faisait cocu. Voilà. Il ne fallait pas montrer, on disait la jalousie est un sentiment réactionnaire, c'est un sentiment bourgeois et réactionnaire. Hein, voilà. Donc il ne faut pas être jaloux. Être jaloux, c'était être stupide et réactionnaire. Ce qui ne veut rien dire du tout, parce que la jalousie, elle est strictement structurelle au sujet, elle est dans la constitution même du sujet de la rivalité, du fait de l'aliénation à l'image de l'autre. On ne peut pas y échapper. À la limite, quelqu'un qui serait extrêmement froid, hein, indemne de toute jalousie, serait gravement psychotique, voire délirant. Donc la jalousie est un sentiment normal. Après, quand elle est poussée dans des extrêmes suicidaires, etc., dans des espèces de valkyries romantiques et suicidaires, on est dans un autre domaine. Hein. Après, ça peut devenir une pathologie, la jalousie, hein, bien entendu. Mais dans son essence, si vous voulez, dans son essence, hein, eh bien, elle est structurelle au sujet. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un sentiment bourgeois ou réactionnaire. Ça n'est pas une affaire politique, c'est une affaire de structure. Ça n'a rien à voir, vous voyez. Donc, c'est pour ça que, aussi que, avec le temps qui passe, si vous voulez, le stade du miroir, il continue à opérer toute la vie. Parce que qui pourrait dire que la jalousie s'arrête à tel âge, par exemple, hein. On a 50 ans, c'est fini, il n'y a plus de jalousie. Ça. Non, la jalousie ne s'arrête jamais. Il y a toujours une espèce d'envie comme ça, de rivalité qui s'opère, pas forcément dans les contextes amoureux, d'ailleurs dans des contextes autres. Toute forme de rivalité peut advenir à des âges bien après le stade du miroir. Le stade du miroir continue, si vous voulez, à faire des petits, à se propager en arc comme ça, bien longtemps après qu'il ait eu lieu entre 6 mois et 18 mois. Mais c'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, si vous n'avez pas bien compris, vous regarderez les petits schémas que j'ai... Enfin, c'est pas moi qui les ai dessinés, ça c'est les schémas de Lacan. Hein. J'ai fait que les photocopier. Les schémas de Lacan qui se trouvent dans les écrits. Hein. On trouve ça dans les écrits, ces schémas-là. Mais n'achetez pas les écrits pour les trouver. C'est pas la peine, ça coûte cher les écrits, puis ça vous servira à rien. Donc ça vous suffit d'avoir cette page-là. Hein, c'est déjà pas mal. C'est les mêmes, hein. J'ai photocopié littéralement ce qu'il y a dans les écrits. Hein. Donc ces schémas-là, vous pouvez les regarder et vous verrez que pour les comprendre, vous avez qu'à enlever tous les traits là. Vous voyez, il y a plein de vecteurs là, il y a plein de vecteurs. Vous n'avez qu'à les effacer. On s'en fout des vecteurs. Vous aurez qu'à les effacer chez vous, vous mettez de vous les blancs côté. Il ne restera plus que le vase, les fleurs, et vous verrez que l'expérience va vous paraître évidente, hein. Elle va vous paraître facile. Hein. Facile. Qu'il y a une histoire d'image réelle et d'image virtuelle, tout simplement, et que l'image réelle, on ne peut pas la voir s'il n'y a pas un miroir A entre les deux, le miroir qui est là. On ne peut pas la voir. Hein. Le schéma qui est à droite, vous le laissez un peu tomber pour le moment, parce que là, Lacan, il s'amuse à mettre le miroir de manière horizontale, et ça donne des effets vraiment étranges, quand il met le miroir de façon horizontale, parce que du coup, quand il met l'image de façon horizontale, l'image réelle qui est en I de A, là, à gauche, elle va venir se refléter en bas, dans le miroir. On va la voir en bas. Alors évidemment, c'est un peu étrange. Il en parle d'ailleurs, il en parle à un moment de ça. Il dit « Car le modèle démontre encore qu'une fois que l'œil S a atteint sa position I, d'où il perçoit directement l'illusion du vase renversé, il n'en verra pas moins se refaire dans le miroir, ça c'est le miroir horizontal à droite, se refaire dans le miroir A, maintenant horizontal, une image virtuelle, I' de A, du même vase, renversant à nouveau, une deuxième fois, hein, renversant à nouveau l'image réelle et s'y opposant, comme à l'arbre son reflet, dans une eau morte ou vive, donne des racines de rêve. C'est beau, hein, comme texte, ça. C'est joli, hein. C'est joli. Mais c'est vrai, si vous enlevez tous les traits, là aussi, hein, qui sont gênants, hein, tous les vecteurs qui servent à rien, qui sont gênants, vous verrez que l'expérience de Lacan, effectivement, quand on met le miroir à l'horizontale, vous blancotez le miroir en vertical, vous ne le laissez plus qu'horizontal, vous verrez qu'il n'y a pas de raison que l'image réelle ne se reflète pas dans le miroir et qu'on ne la voit pas en dessous, une deuxième fois.
une deuxième fois. Et donc c'est pour ça qu'il dit que ça a des racines de rêve. Parce que du coup on tombe dans une espèce de truc un peu étrange qui nous blouse, quoi. Hein. On se dit merde, mais c'est quand même étrange, je vois des trucs qu'on ne voit pas, qu'on ne devrait pas voir, etc. C'est quand même étonnant, quoi. Et c'est joli, comme il dit, hein. L'autre, son reflet dans une eau morte ou vive donne des racines de rêve. Jeu de la rive avec l'onde. Voilà. Et alors, il dit une chose très intéressante par rapport à ce qu'on appelle les états limites en psychiatrie. Vous savez, les états limites, c'est des gens qui ne sont pas tout à fait psychotiques, comme on dit, hein, et peut-être pas tout à fait névrosés non plus, qui sont un petit peu à la frontière des deux. Voilà. C'est pas très bien défini tout ça, hein. C'est un peu un magma, mais enfin, ça existe quand même. Hein. On rencontre ça, on se heurte à ça. Et Lacan, il en parle de manière très subtile de ça, grâce à ce stade du miroir. Il dit ceci, je vous l'ai écrit hein, en bas de la page, là, le premier petit paragraphe, là. Il dit « L'illusion doit défaillir avec la quête qui la guide ». C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on veut aller derrière le miroir, on ne la trouve pas, l'image. Hein. Où se confirme que les effets de dépersonnalisation constatés dans l'analyse, ou dans les états limites, hein, sous des aspects diversement discrets, doivent être considérés moins comme des signes de limite que comme des signes de franchissement. Eh bien oui, parce que si vous vous amusez, si vous vous regardez dans un miroir, et que vous allez là, et que vous franchissez, vous faites un franchissement, et que vous avez l'impression que vous voyez quand même un petit peu là, alors que vous n'y êtes pas, c'est ça un état limite finalement, en psychiatrie, ni plus ni moins. Et Lacan disait, dans le fond, les états limites, il n'y a pas besoin de pousser des hauts cris et de s'en inquiéter à ce point-là, parce que ce n'est jamais qu'un franchissement. Ce n'est pas un problème de limite, justement. Et donc, on a continué à appeler ça état limite, en disant, au-delà de la limite, c'est la cata. Hein. Non. Lacan dit, c'est pas un problème de limite, c'est un problème de franchissement. C'est que vous voulez absolument, parce que vous êtes très fatigué, très dépressif, très angoissé, vous vous dites, après tout, je vais l'attraper cette image-là. Et vous faites le franchissement. Et vous êtes un peu borderline à ce moment-là. Mais c'est pas forcément grave. Hein. Il m'est arrivé plusieurs fois, moi, de rencontrer des gens plutôt jeunes d'ailleurs, hein, autour de 18, 19 ans, 20 ans, avec ce type d'angoisse. Hein, ce type d'angoisse de déréalisation par rapport à leur corps. Et je voyais bien qu'ils étaient exactement dans ce que décrit Lacan, là, exactement là-dedans, qu'ils étaient en train de franchir le miroir. Hein. Et je leur disais, je leur dis, et je continue à leur dire d'ailleurs quand j'en rencontre, je leur dis, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas délirant, vous n'êtes pas psychotique, vous n'êtes pas schizophrène, vous êtes simplement, vous allez un peu trop loin. Hein, vous allez un peu trop loin dans la quête de vous-même, vous croyez vous voir, ou vous attraper là où vous n'êtes pas, et ça vous angoisse. C'est pas plus que ça. Et quand vous aurez retrouvé votre position un peu en arrière, hein, une position plus stable, où vous accepterez de ne pas vous trouver là où vous n'êtes pas, eh bien tout ira bien. Et ça suffit pour rassurer les gens. Il n'y a pas besoin de leur balancer des neuroleptiques par litron, ou bien de leur dire qu'ils sont schizophrènes. Non, ça explique tout. Je l'ai dit souvent, mais cette petite phrase de Lacan sur le franchissement, elle en dit plus sur 40 encyclopédies sur les états limites, hein, dans cette toute petite phrase-là, qui est pas grand-chose. Hein. L'illusion doit défaillir avec la quête qu'elle guide, où se confirme que les effets de dépersonnalisation, parce que la dépersonnalisation, c'est un effet caractéristique des états limites. Les gens ont le sentiment qu'ils ne sont plus vraiment eux-mêmes, ils sont angoissés, ils trouvent que les objets sont éventuellement un peu menaçants, un peu déformés, etc. Le monde est hostile. Hein. Et eux-mêmes, du coup, deviennent un petit peu hostiles à eux-mêmes, un peu déformés par rapport à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc ça les inquiète, ça les angoisse énormément. Mais Lacan dit, non, ne vous inquiétez pas, puisque l'illusion n'a rien, où se confirme que les effets de dépersonnalisation constatés dans l'analyse, ou bien dans la pathologie, hein, sous des aspects diversement discrets, oui, c'est plus ou moins, doivent être considérés moins comme des signes de limite que comme des signes de franchissement. Ben, je vous assure que dans cette phrase, il y a 5 encyclopédies sur les états limites. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller lire plus que ça, parce que c'est vraiment d'une immense subtilité, cette phrase-là. Une extraordinaire subtilité. Hein. Mais typiquement lacanienne, hein. Bien sûr. Hein. Bon, bah écoutez, je crois que je vous ai pas mal déjà abasourdi. Donc je ne vais pas continuer plus avant hein, pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. C'était un peu plus court. Hein. J'espère que le public reviendra la prochaine fois. Si vous connaissez des gens qui ne savaient pas que ça reprenait, hein, bah, faites-le savoir pour qu'ils reviennent sans crainte. C'est pas parce qu'ils ont loupé une séance, ça ne change rien. Hein.
prochaine fois, je parlerai de Mélanie Klein. C'est pas un problème qu'ils aient loupé la séance au stade du miroir. Voilà, je vous remercie. C'est quand la prochaine fois? Ah oui, dans 15 jours. C'est ça, hein? Que je te dis. Attendez, il y a Elodie qui vérifie. Son Le agenda. 2. Le 2. Mais je 2 pense que mars. pour moi, c'est dans 15 jours. 2 mars. 2 mars, oui. C'est ça, hein? Dans Oui. 15 jours, hein? Mm. Dans 15 jours, donc vous pouvez... Soyez là. Je serai très content de vous voir. Et les autres que vous pourrez